oui, je peux taper dessus autant que je veux. C'est bon? Un, deux, un, deux. Ça marche? Alors, je vais vous inviter à tous mettre les casques, s'il vous plaît. Parce qu'en termes d'écoute, sinon ça ne passera pas. Nous, on sera comme ça. Nous, on est comme ça. Nous, on s'entend, je pense que ça va. Là, tu nous fais un... Ah oui, d'accord. Alors, là, je veux bien que tu me remettes le son pour que j'appelle tout le monde. Alors, la table ronde décarbonation va commencer. Donc, pour la décarbonation, la salle 1 au milieu, nous allons commencer. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la table ronde donc, sur les sujets de décarbonation de la filière aéronautique. Donc, pour nous, c'est une deuxième édition, comme le Salon Aéro Sud. Donc, nous avions organisé une première édition d'une table ronde l'année dernière, au mois de novembre, sur la première édition du Salon, sur la performance environnementale de la filière aéronautique. Et du fait des enjeux actuels de transition écologique, d'économie décarbonée, de raréfaction des matières premières, de la nécessité de maintien de la biodiversité, de la lutte contre la pollution, de la gestion des déchets, qui sont aujourd'hui de grands enjeux planétaires, nous avons pris la décision avec donc, les personnes présentes avec moi aujourd'hui de continuer dans ce sens et de travailler sur cette performance environnementale, cette décarbonation qui impacte bien évidemment au quotidien le cadre de référence de la RSE des entreprises de toute taille. Donc, les enjeux environnementaux donc, sont vraiment essentiels et renforcent vraiment l'attention portée aux entreprises sur leur impact environnemental. Donc, les entreprises ne laissent vraiment plus cet enjeu de côté, ils le prennent vraiment à bras le corps et cet enjeu favorise justement l'émergence de nouveaux modèles économiques basés notamment sur l'éco-conception ou sur l'économie circulaire. Et face à cet enjeu, chaque acteur a vraiment son rôle à jouer à sa propre échelle, donc vous, vos collaborateurs et vos entreprises. Donc ici, j'ai 4 témoins présents avec moi donc, sur scène pour vous présenter ce que chacun font à leur échelle en fonction de leur stratégie industrielle globale, en fonction de leurs enjeux, de leurs convictions professionnelles et personnelles. Donc tout d'abord, nous avons donc Sophie Deson de Deson Hydraulique, donc présidente de la société. Donc Deson, c'est une PME de 50 collaborateurs qui est basée à Saint-Chamas, dans des locaux d'environ 3500 m². En termes de métier, donc on est sur des secteurs de la chaudronnerie, de la peinture, du sablage, de la méca, de l'ajustement, et sans oublier évidemment une partie commerciale. Et donc sur leur site de Saint-Chamas, tout est fabriqué sur place. Donc on a des enjeux forts que Sophie viendra vous expliquer tout à l'heure. Ensuite, nous avons Pierre-Éric Play, donc Division Manager sur Magellan Aerospace Provence, donc, qui est un acteur incontesté du secteur aéronautique, basé à Marignane, dans des locaux donc, de 4500 m² et avec environ 87 salariés. Donc on est beaucoup plus sur des métiers de la mécanique de précision, donc, tels que l'usinage, la peinture et le montage. Mathieu Trintignac, donc responsable environnement chez Airbus Hélicoptères. Donc Airbus Hélicoptères, que vous connaissez sans doute tous, donc premier fabricant d'hélicoptères au monde, avec un site principal situé à Marignane, qui draine environ 5 jours 12 000 personnes qui viennent y travailler, et donc sur des métiers, la conception, fabrication, maintenance et réparation d'hélicoptères. Et enfin, pour terminer, Bruno Boulnois, donc ancien professionnel de l'industrie aéronautique, au national et à l'international, conseiller du commerce extérieur de la France et animateur d'une démarche performance environnementale pour Space Aero et le GIFAS, et aujourd'hui chef de projet chez Safe Cluster pour notre démarche de performance environnementale. Donc ces 4 acteurs d'horizons différents vont vraiment réussir à illustrer où ils en sont chacun à leur niveau. Donc on va commencer avec Sophie. Donc Sophie, si tu veux bien nous expliquer, toi, à l'échelle individuelle, du côté chez Deson Hydraulique, comment vous avez fait pour prendre conscience de cet enjeu? Qu'est-ce qui vous avait fait vous dire allez, on y va?
Alors bonjour à tous. Nous, on est une PME de moins de 50 personnes. Donc l'environnement était presque un gros mot pour nous en se disant mais par quel bout on va l'attraper. Et en fait, nous avons fait un diagnostic avec Bruno au départ et on a pu tirer comme ça des priorités. Moi, j'avais un cauchemar dans l'entreprise, c'est le chauffage. Vous voyez les locaux ici, j'ai à peu près les mêmes. La hauteur n'est pas tout à fait identique. Mais mon impact carbone, c'est le fuel, évidemment, avec le chauffage. Donc aujourd'hui, on a un petit peu ciblé, on sait ce qu'on a à faire, on a des solutions qui se présentent, et du coup, on est un peu plus serein. Alors, comment avez-vous justement réussi à mettre en place ces solutions? Qu'est-ce qui vous a fait vous lancer? Est-ce que vous avez cherché à mesurer, à quantifier? Où était l'élément vraiment déclencheur et qu'est-ce qui a fait que voilà, vous avez vraiment tourné la page vers là? Alors, l'élément déclencheur, c'est l'environnement qu'on traverse aujourd'hui, avec quand même un poids très très fort de la part de nos clients. La décarbonation dans l'aéro, c'est un sujet majeur, d'autant que on a nos clients qui nous disent d'ici 3-4 ans, vous ne pourrez plus répondre aux appels d'offres sans montrer un plan d'action, un label, enfin une volonté au niveau environnement. De la même manière, nos banques nous demandent aujourd'hui de montrer un label RSE ou du moins une volonté, donc RSE et environnement. Et du coup, c'est ça qui a été au départ le déclencheur. Et aujourd'hui, où en êtes-vous justement dans cette démarche? Est-ce que vous êtes passé en tout électrique? Est-ce que tout s'est fait en un claquement de doigts? Où en êtes-vous? Alors non, tout ne se fait pas en un claquement de doigts, mais on sait où on va. Aujourd'hui, on a un plan d'action, on a ciblé, on a mis des petits encouragements aussi avec Bruno, ça s'appelle des quick wins, donc des petites choses qui nous permettent, avec très peu d'investissement, d'avoir un retour. Et ça va nous permettre de motiver les équipes. Donc aujourd'hui, on a des pistes, surtout sur le fuel, et on commence à faire des petits quick wins. L'idée, c'est de motiver les équipes pour qu'ils prennent le relais, qu'ils fassent vivre le projet, comme toute démarche, que ce soit qualité ou autre. Est-ce que vous aurez un petit exemple rapide de quick things justement que vous avez réussi déjà à mettre en place et à pousser dans l'entreprise? Alors, les quick wins, par exemple, c'est la sobriété énergétique. Donc, aujourd'hui, on fait beaucoup de rabâchage sur la programmation du fuel, par exemple, pour ne pas qu'il tourne toute la journée. Alors, avec l'été, ça s'arrange, on fait des économies. On a aussi des petites étiquettes qu'on a un petit peu partout dans l'entreprise. On explique aussi qu'il vaut mieux éteindre à la pause déjeuner, en partant le soir, ne pas oublier son écran, son PC, parce qu'en fait, on s'aperçoit avec le talon de l'entreprise que tout ça, en fait, ça consomme. Et du coup, la sobriété, elle passe partout, à tous les niveaux, à tous les étages et dans tous les services. Merci Sophie. Alors, pour continuer justement sur cette dynamique, Pierre-Éric, côté Magellan, vous avez une démarche un peu différente qui a été plutôt insufflée par le groupe Magellan Aerospace. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, complètement. Bonjour à tous. Donc en effet, Magellan Aerospace Provence, c'est 87 personnes qui a été prise dans le groupe Magellan il y a 3 ans. Ce groupe Magellan a lancé une démarche environnementale il y a 12 ans maintenant, effectivement en mesurant beaucoup de choses et en demandant à ces entités d'être ISO 14001. Donc nous, on a une démarche assez récente avec le Covid, etc. On a démarré il y a 1 an à peu près, afin d'inclure la société dans cette démarche-là. Donc en effet, c'est insufflé par le groupe, porté aussi par le groupe, donc avec un système cadencé de 10 étapes, ce qui est plutôt aidant et surtout pour nous qui sommes finalement faiblement dimensionnés sur le sujet. Même si on cherche des alternants, on cherche à se dimensionner sur la partie QHSE un peu plus aujourd'hui. Donc en effet, ce que nous avons fait, c'est déjà la mise en place de suivi d'indicateurs pertinents sur les émissions, l'eau et les déchets. Donc là, qu'on soit ou pas dans une démarche ISO 14001, ce qui est important, c'est la mesure, ce que nous avons fait, donc impacté par l'énergie en effet, tout ce qui est chauffage climatisé. On a aussi un grand bâtiment qui est climatisé, pouvoir quantifier les consommations, et on était en plein dedans au moment où l'électricité a fortement augmenté, donc je pense que tout industriel a été impacté par les prix de l'énergie, très très fort. Très très fort. Donc sur la partie eau, nous faisons aussi des mesures. Le groupe a entamé une démarche il y a une douzaine d'années là-dedans. Sur 12 ans, les résultats, c'est que la part énergie a baissé de 60% en termes d'empreinte carbone. Je vais y revenir. Et aussi d'à peu près 50% sur la partie eau, sachant que le groupe, effectivement, fait beaucoup de fonderies, enfin des process qui sont énergivores.
Donc, comment diminuer son empreinte carbone? Il y a deux voies, c'est effectivement la production, enfin l'énergie nécessaire pour pouvoir la diminuer, mais aussi la provenance d'énergie qui va donc vous faire diminuer la partie empreinte carbone. Sur la partie eau, c'est surtout des autres process qui ont été recyclés avec des résultats significatifs et des mesures qui ont été faites par le groupe dedans ces résultats probants qui effectivement mènent à grosso modo moins 50, moins 60%. Donc nous, localement, on essaie déjà de se donner une idée. Le modeste conseil qu'on puisse apporter, c'est qu'on déjà on puisse quantifier. Donc on a tous nos factures d'électricité, d'enlèvement de déchets, des factures d'eau, et on peut juste les mesurer. Donc nous, c'est des notions, très honnêtement, que je n'avais pas forcément au départ, hormis du montant de l'énergie. Sur un site de 4500 m², on est quand même, nous, à 1 million de kilowattheures par an, ce qui est très fort. D'après Bruno, d'ailleurs, beaucoup plus fort que le secteur, donc il faut s'y pencher. Pour le coup, l'eau, c'est pas beaucoup. On a très peu d'autres process. On essaye de maîtriser. À la limite, c'est l'eau d'arrosage. Ça peut faire sourire. On a l'équivalent de 1000 litres par employé et par mois, c'est-à-dire moins que la consommation de tout à chacun dans sa propre maison. Donc ça va, même si on peut le monitorer. Et aussi la partie déchets. Et alors là, c'est très varié. Si chacun regarde ses factures et ses origines de déchets, qu'ils soient recyclables ou non, effectivement, on ne va pas s'adresser à des sociétés pareilles, que ce soit pour le recyclage de l'eau, pour le recyclage du bois, de tous les déchets souillés. Donc effectivement, c'est aussi intéressant de le piloter. C'est une question de temps de se mettre dessus, mais c'est très intéressant. Donc là où nous en sommes aujourd'hui, sur l'année qui s'est écoulée, on a mis en place un système qualité. Le manuel est prêt, on le fait tourner depuis le 1er juillet. Donc c'est concomitant avec notre réunion. Et on se donne une période d'observation de 6 mois pour avoir une certification, sachant que l'objectif du groupe assigné par le PDG, c'est que toutes les sociétés du groupe soient ISO 14001 au 1er janvier 2023, c'est-à-dire demain matin. Donc voilà, mesurer, quantifier et essayer de mener les plans d'action. Et en plus de mesurer, vous me disiez, Pierre-Éric, que vous essayez aussi de travailler en local, dans une logique d'économie circulaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, notamment sur le traitement de vos déchets, composites, palettes, etc. Voilà, tout ce qui, effectivement, on va avoir des acteurs locaux, comme bien souvent. Là, pour le coup, le recyclage, tout ce qui est copeaux, se fait à 1 kilomètre de chez nous, donc on va être vraiment très, très local. Et évidemment, nous avons des approches pour réduire les déchets. Typiquement, on va limiter l'emploi de carton, qui fait quand même pas mal de déchets. On s'est assigné un objectif de 30%, je pense qu'il est largement atteignable à horizon 3 ans. Sur l'énergie, dans un premier temps, 10%, parce qu'on doit travailler sur nos systèmes de climatisation qui sont énergivores. Donc, il y aura peut-être des investissements à long terme. Donc, on se fixe sur l'eau une dizaine de pourcents. Encore une fois, ça va être atteignable, mais nos niveaux de consommation et de polluants sont finalement très, très faibles au niveau de l'eau. Parfait. Là, ça a coupé. C'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Parfait. Alors, côté Airbus Hélicoptère, donc on est vraiment sur une plus grosse structure. Vous, qu'est-ce que vous faites justement pour la décarbonation de la filière, pour que chacun puisse prendre en compte ces enjeux? Comment agissez-vous? Alors, chez Airbus Hélicoptère, en tant que gros donneur d'ordre, on travaille beaucoup sur la notion d'anticipation, anticipation des enjeux et des impacts environnementaux. Et c'est ce sur quoi je voudrais aujourd'hui insister, parce que c'est une notion importante dans notre filière et dans notre métier. On a des produits qui sont à cycle long, il nous faut des années pour les concevoir. Ce sont des produits après qui restent en vol pendant des dizaines d'années. Donc, ne pas anticiper des réglementations environnementales ou des problématiques, des enjeux environnementaux, sociétaux, font qu'on risque d'avoir des produits qui vont avoir des limitations d'usage, voire des interdictions d'utilisation pendant les phases de conception, et voire même avoir des interdictions d'utilisation de nos produits. Cette notion d'anticipation doit être faite à court terme, moyen terme, long terme. Lorsque je pense aux anticipations à court terme, je pense à la situation actuelle. On en a un peu parlé pendant les premières présentations sur la situation avec l'Ukraine. Et aujourd'hui, on doit faire face à des anticipations dans un monde qui est flou, et notamment les problématiques d'approvisionnement énergétique. On a des sites qui sont en Allemagne, en France, en Espagne pour nos principaux sites aujourd'hui, et on doit anticiper le fait que peut-être on aura des coupures d'approvisionnement en gaz ou d'énergie pendant cet hiver. Comment est-ce qu'on anticipe cette problématique-là? Quelles sont les activités que l'on va devoir maintenir qui sont cœur pour nous? Et c'est un des sujets justement de cette anticipation à court terme dans un monde flou. Pour l'anticipation plus à moyen terme,
Je pense plutôt tout ce qui concerne la réglementation. Vous êtes peut-être tous au fait que l'Europe s'est définie comme objectif d'être le premier continent neutre en carbone pour 2050. Et pour atteindre cet objectif, à travers son Green Deal, l'Europe est en train de définir toute la réglementation applicable. Et cette réglementation-là va avoir des conséquences importantes sur nos sites de production, mais également sur nos produits. Et si vous suivez ces textes, vous pouvez voir que toutes les semaines, il y a des évolutions sur cette réglementation. Et l'anticipation à plus long terme, c'est ce qui concerne le changement climatique et plus précisément le réchauffement climatique. L'actualité environnementale est assez chargée sur le réchauffement climatique aujourd'hui. Et pour nous, l'impact chez Airbus Hélicoptères, c'est déjà anticiper nos produits, être sûr que nos hélicoptères vont pouvoir toujours continuer à opérer dans des conditions extrêmes, plus difficiles. Et l'anticipation sur nos sites de production, un réchauffement climatique, des sécheresses, est-ce que nos bâtiments vont pouvoir toujours résister lorsqu'il va y avoir de la sécheresse de plus en plus importante, et les process que nous avons qui nécessitent des plages de température précises, comme les activités de peinture ou de traitement de surface, est-ce qu'on va pouvoir toujours continuer à faire ces activités-là dans des bâtiments qui consommeront le moins d'énergie possible? On a également de l'anticipation sur les besoins du marché, sur les besoins de la société et du public, qui demandent à ce que nous ayons une filière vertueuse. C'est un des sujets qui avait été présenté juste avant. Et chez nous, ces anticipations, ça se fait dans les contrats qui nous lient avec nos clients. Dans tous nos contrats, aujourd'hui, on a des clauses environnementales qui stipulent qu'Airbus doit substituer les substances dangereuses, doit limiter ses impacts environnementaux tout le long du cycle de vie de ses appareils, doit limiter l'usage des ressources pour sa production et pour son utilisation de ces appareils, et doit aller vers la décarbonation. On a aujourd'hui des clauses qui nous demandent d'aller vers la décarbonation. Donc, face à justement ces enjeux d'anticipation à long terme, court terme, moyen terme, eh bien Airbus aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls à devoir porter cette anticipation, et on demande à ce que toute notre supply chain participe à cette anticipation et intègre ces enjeux dans ses activités et dans ses analyses de cycle de vie. Et comment est-ce qu'on fait justement pour être sûr que la supply chain nous aide et participe à cette anticipation des enjeux environnementaux? Eh bien, on met des annexes dans nos contrats qui stipulent de nombreux points environnementaux à prendre en compte, donc des annexes qui sont déjà existantes pour certains fournisseurs, avec certains fournisseurs, et on a l'objectif de l'étendre au plus possible pour toute notre supply chain. Et qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? La première étape, on demande à ce que tous nos fournisseurs intègrent la veille réglementaire, connaissent la réglementation applicable en environnement, fassent une évaluation sur sa conformité ou pas sur cette réglementation applicable, mais surtout anticipe les textes qui vont arriver. On parlait du Green Deal, on parle du décret tertiaire, on parle de la loi climat résilience. Ce sont des grosses réglementations qui vont avoir un impact. Et si déjà vous avez travaillé sur la réglementation REACH, vous savez qu'il faut du temps, qu'il faut des moyens pour se mettre en conformité avec ces textes, et que si on attend trop longtemps, une fois que la date butoir tombe, eh bien on court après la réglementation et ça a des coûts énormes et on risque d'avoir des arrêts d'activité. On demande également de travailler sur une approche risque et opportunité. C'est une étape importante d'être capable d'identifier les risques que l'on a dans ces aspects environnementaux significatifs au niveau de sa production, de son activité de fabrication, mais également d'intégrer les risques liés aujourd'hui à la situation internationale. Donc, par exemple, si on a un site qui est dépendant de l'usage du gaz, aujourd'hui, c'est une activité, il faut identifier les métiers qui sont cœur, qu'il faut identifier sa substitution, par exemple, si on est au fuel, passer à l'électrification ou faire des stockages de gaz. Et ça s'anticipe dès maintenant. Il faut que ce soit des risques qui soient partagés au niveau de sa direction. Mais également parler des opportunités. Ça peut être des opportunités en termes de gain de marché, satisfaction client ou des économies. On parlait de l'énergie et c'est vrai que travailler sur son énergie, ça permet de faire des gains significatifs dans son métier. Un point qui est intéressant, et dans votre présentation, c'est cette notion de performance environnementale. Donc on demande à avoir de la performance environnementale. Et la performance environnementale, le premier point, ce sont les métriques. C'est connaître précisément la quantité d'électricité, la quantité de gaz que l'on consomme, notre quantité d'eau, la quantité de déchets dangereux, non dangereux.
C'est une notion qui n'était pas forcément suivie jusqu'à maintenant, et vous l'avez très bien illustré, c'est un point important. On ne peut s'améliorer que ce que l'on connaît. Il faut que l'on puisse mesurer ces points-là. Et aller au-delà, c'est-à-dire rapporter ça à une unité de production, rapporter ça au degré jour unifié pour prendre en compte la température, à des heures de travail, pour que l'on ait une performance. Et cette performance permet d'anticiper les risques environnementaux. Si je connais ma performance en matière de consommation d'eau, je peux anticiper des restrictions d'usage de la ressource en cas de sécheresse. Si je connais mes usages énergétiques significatifs en matière d'énergie, je peux anticiper des arrêts de livraison de gaz ou des problématiques sur la disponibilité de la ressource énergétique. Donc cette notion de performance, c'est ce qu'on demande à nos fournisseurs qu'ils puissent l'intégrer. Un autre point que l'on demande, c'est de travailler, alors ça c'est un point historique, ce sont les substances. C'est REACH, c'est RoHS. Aujourd'hui, il est important de substituer toutes les substances interdites dans REACH, d'avoir les dossiers d'autorisation pour être sûr d'assurer la continuité de nos productions, et également d'ouvrir ce périmètre de substances avec les nouvelles réglementations qui arrivent, notamment le Green Deal. Il va y avoir un élargissement du périmètre de REACH, et donc dès maintenant, d'identifier ces substances-là qui risquent de nous poser problème dans les quelques prochaines années qui vont arriver. On travaille également, on demande à ce qu'il y ait une analyse sur le cycle de vie, mais surtout l'allongement de la durée de vie des produits. Nos clients aujourd'hui nous demandent de traiter la fin de vie des hélicoptères, mais également de prolonger le cycle de vie. Et ça, ce n'est pas que l'hélicoptère en lui-même, c'est l'hélicoptère et les équipements qui appartiennent à l'hélicoptère. Et cette notion d'allongement de la durée de vie, c'est intégrer dès la conception de son équipement, de son produit, de quelle façon je vais pouvoir intégrer cette réparabilité de ces pièces. Et si la réparabilité n'est pas possible, comment est-ce que je vais pouvoir prendre cette pièce pour l'intégrer dans une filière pour entrer dans la circularité? Si la circularité n'est pas possible, comment est-ce que je vais pouvoir la transformer en déchet et recycler ce déchet, le valoriser? Et en ultime choix, si on ne peut pas le valoriser, de quelle façon on l'élimine avec récupération d'énergie ou enfouissement, ça ne peut pas faire autrement. Et cette notion doit se décider dès la conception des équipements, dès la conception des pièces qui vont arriver après sur notre produit. Et le dernier point que l'on demande, ça découle de tout ce que je viens de dire, c'est d'avoir des compétences environnementales. Travailler aujourd'hui sur l'environnement, il y a de ça quelques années, c'était j'identifie mes impacts environnementaux, je suis un peu la réglementation qui est applicable, pour un peu que je n'ai pas dit CPE, il n'y a pas grand-chose à faire, et on s'arrête là. On paye les factures d'électricité, on paye les factures d'eau, ça coûtait pas cher, et c'était le rôle de l'environnement. Aujourd'hui, face à cette incertitude que l'on a, face à ces grands enjeux que sont le réchauffement climatique ou que sont les grandes réglementations européennes, on a besoin d'avoir des compétences précises sur ces notions environnementales. Alors bien évidemment, en fonction de tous nos fournisseurs, on ne va pas exiger qu'il y ait des responsables environnement ou plusieurs responsables environnement dans les entreprises. Non, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait cette compétence qui peut être partagée, qui peut être achetée et qui peut être aidée avec les groupes tels que justement SAFE, avec le GIFAS qui est là pour aider à avoir ces compétences-là. Donc, ce que je voulais dire à travers mon témoignage, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grands enjeux en matière d'environnement. La décarbonation est un de ces enjeux-là, mais pas que, il faut regarder beaucoup plus loin. Et l'environnement aujourd'hui doit avoir une vision, on doit aller vers une notion de perspective en environnement, une anticipation à court, moyen et long terme. Et Airbus, aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls à porter cette anticipation, on a besoin que toute notre supply chain participe à cette anticipation parce qu'on est tous ensemble pour être sûr d'être résilient face à ces enjeux-là. Merci Mathieu. Donc, pour Airbus, c'est un fort enjeu d'anticipation pour répondre aux enjeux de transition énergétique et environnementale au sens large. Et justement, pour que cette supply chain soit prête et efficace, qu'est-ce que côté SAFE, qu'est-ce que fait SAFE? Et Bruno, peux-tu nous en dire plus sur la démarche de performance environnementale portée par le pôle SAFE? Oui, bien sûr. Merci, bonjour à tous. Le travail conduit par SAFE au cours de presque 2 ans maintenant, 1 an et demi en tout cas,
nous a permis d'accumuler avec une trentaine de PME et les deux grands groupes, Airbus Hélicoptère et Thales Alenia Space, toute une série d'éléments que l'on a très fortement analysés, croisés. On a des partenaires extérieurs, y compris avec l'ADEME. Enfin, tout ça pour vous dire que le rôle et l'apport que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est de vous faire émerger une vision de synthèse qui vous permet ensuite, en tant qu'entrepreneur, de savoir mieux où envoyer la main et passer d'une attitude éventuelle de mon brave monsieur, qu'est-ce que j'y peux, à mon cher monsieur, aidez-moi à choisir les bonnes priorités parce que je vois qu'il y a en contraire beaucoup à faire. En pratique, je vais jouer un peu avec le chiffre 3. L'ensemble de cette démarche de diagnostic de l'état des lieux avec la trentaine d'entreprises que je citais amène déjà à mettre en évidence, vous allez me dire c'est évident, pas si sûr. Le fait que chaque fois que j'ai une activité d'entreprise, industrielle typiquement, et quand on parle d'empreinte environnementale, aussitôt 3 domaines sont à regarder de près. À travers mon activité, je consomme des énergies, je consomme de la matière et je génère des déchets, et je crée tout un système de mouvement autour de moi, des transporteurs qui me livrent ou qui vont vers mes clients, mes personnels qui se déplacent tous les jours. Donc trois choses à laquelle je vais être plus attentive. Mes énergies, mes déchets, mes mouvements. En fonction de ça, 3 domaines d'action dans lesquels je peux être efficace. Et là aussi, je trie les idées. Il y a tout ce qu'en tant que chef d'entreprise, je peux faire à l'intérieur de mes 4 murs. Mon entreprise, avec mon personnel, ma production, tel que je suis organisé, enfin bref, si je retiens un peu un mot et une image à l'intérieur de mes 4 murs. Beaucoup de choses à faire, on pourra y revenir, y compris avec des questions-réponses et au-delà de ce qui a déjà été témoigné. Deuxièmement, beaucoup de choses que je peux faire très efficacement quand je raisonne proximité et donc collectif en proximité avec les entreprises qui partagent la même zone d'activité que moi, qui sont là à côté. Beaucoup de choses peuvent se faire en collectif. Je vous en cite une ou deux pour que ce ne soit pas des mots en l'air. Lorsqu'il s'agit de mobilité des personnels, de covoiturage ou de je ne sais pas quoi d'autre, évidemment, on est beaucoup plus efficace en collectif avec les 5, 10 ou plus qui sont autour de moi que si je fais tout seul. Même si tout seul, je peux faire des choses. Autre exemple de collectif de proximité, moi, dans mes 4 murs, je trie mes déchets, mais évidemment, en collectif de proximité, on sera beaucoup plus efficace pour recycler ces déchets, négocier des contrats de recyclage et de traitement des déchets qui sont derrière. Donc, entre mes 4 murs, autour de moi. Troisièmement, au sein de la filière métier et plus généralement de mon écosystème. Filière métier entre donneurs d'ordre et clients, et c'est très beau d'avoir sur la même table des représentants des deux côtés. Ne pas oublier que même si je suis une PME, j'ai moi-même un écosystème. J'alimente des fournisseurs, des clients, des sous-traitants, donc il y a beaucoup de choses que je peux faire et que je peux aider à ce qu'il se fasse beaucoup plus efficacement quand on raisonne sur ce collectif de l'écosystème que de laisser à nouveau chacun optimiser au mieux. Des exemples très simples, tout ce qui est logistique, les flux de livraison, bien entendu les conditions d'emballage et de conditionnement qui peuvent être très largement optimisées, recyclables, réutilisables, tout ce que l'on veut. Des flux de logistique, on est tous habitués, c'est pas une critique, il y a des moments où il faut se dire tiens, est-ce qu'il ne faut pas se recentrer un petit peu ? On est avec toutes les grandes logiques de ligne, de juste à temps, de flux tendus. Finalement, on est aujourd'hui dans tout est urgent, tout de suite, unitairement, si possible en plus pas cher. Bon, ça peut avoir son effet pernicieux, de temps en temps réfléchir et se dire on ne va pas faire que ça. Moi, je vous cite un exemple, j'ai vu dans de nombreuses PME, vous en êtes tous témoins, rien que dans une matinée, vous avez 4 ou 5 navettes rapides de livreurs. Aujourd'hui, ça n'en manque pas. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui. Bon. Donc, des choses à faire au niveau de l'écosystème, la façon dont on s'organise en écosystème. Ensuite,
ce qui est ressorti aussi et que l'on travaille, c'est, bon, ben, très bien, on va se mettre au boulot. 3, à nouveau le chiffre magique, 3, si je puis dire, 3 moteurs qu'il faut savoir démarrer sur le long terme, enclencher des spirales vertueuses, je dirais. Le moteur de la motivation et de l'implication des personnels. Quand je suis dans mon écosystème, de mes partenaires. Mais tout commence par mes propres personnels. Si je veux faire de la sobriété énergétique, si je veux trier mes déchets et commencer par comprendre chacun d'entre eux d'où il vient et pourquoi il finit par être un déchet alors qu'on a acheté de la matière, on a mis de la valeur ajoutée, on a travaillé et ça finit en déchet. Bon, les personnels sont indispensables. Il faut qu'ils soient des partenaires de la démarche. Il faut qu'ils soient motivés. Ils seront forcément également force de proposition. Deuxième moteur vertueux et durable, organiser la démarche. Moi, j'ai l'habitude de dire, souvent, ça démarre comme un sprint, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et tout de suite. Deuxièmement, puisque je vais garder l'image, c'est une course de haie, parce qu'il y a des trucs qu'il faut sauter, des habitudes qu'il faut changer, etc. Et puis, il faut s'installer dans une course de fond, parce que les objectifs collectifs, entreprises, sont à l'horizon 2030, 2050, vous savez ça. Il faut réduire de 40% notre empreinte environnementale en gaz à effet de serre d'ici 2030. Et puis 80% en 2050. On n'est pas là pour discuter des chiffres. Certains diront c'est impossible, c'est pas vrai, je crois pas. Mais de toute façon, allez, regardons ce que je peux faire et ce que je dois faire. Ça commence par un sprint, c'est une course de haie. À la fin, c'est une course de fond. Donc si on ne sait pas enclencher, deuxième moteur, celui de l'organisation interne de l'entreprise, qui n'a pas besoin d'être lourde. Mathieu disait, beaucoup de choses peuvent être mutualisées en tant que compétences, des gens qui savent conduire des projets de ce style-là. Bon, très bien. Organiser l'entreprise, une démarche du style ISO 14001 ou autre vous oblige justement à mettre de l'ordre dans la façon dont vous allez traiter les problèmes, les équipes responsables, un tableau de bord pertinent qui vous donne les bonnes valeurs. Organiser. Deuxièmement, et SAFE peut très largement aider, mettre en place des financements durables. On est dans une époque où beaucoup d'aides sont disponibles, on ne les connaît pas toutes, chacun, et évidemment, comment est-ce que je peux être conseillé sur les bons guichets, les bonnes solutions de financement, les bons accompagnements chez ADEME et autres, etc. Moteur vertueux à enclencher également, toutes les possibilités qui sont les outils qui viennent de la modernité, du numérique aujourd'hui, des nouveaux moyens de production modernes. Tout ça sont aussi des outils pour repenser à nouveau mon activité avec les 3 empreintes de base dont on parlait tout à l'heure. Bruno, en quelques mots, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur justement cette démarche SAFE en faveur notamment de grands groupes locaux, donc d'Airbus Hélicoptère, de la supply? Comment on va continuer à accompagner justement notre écosystème? Et ensuite, on permettra à la salle de poser peut-être quelques questions. Alors, dans le plan d'action qui est en route maintenant, l'année dernière, c'était diagnostic, tout ça fortement appuyé par la région, l'ADEME et la métropole. Dans le plan d'action, on a 3 domaines à nouveau. De l'accompagnement individuel d'entreprise pour qu'elle puisse, à partir du diagnostic qu'on l'aide à faire, mettre en place son plan d'action sur 3 ans. Première année des Quick Wins, deuxième année des ROI rapides, troisième année, je pérennise la démarche avec des objectifs 2030. On pourra en reparler. Deuxièmement, des actions collectives. Des actions collectives de proximité. On a 2 zones d'activité où l'aéronautique en plus est assez présente qu'on a ciblée, la zone de l'aéroport de Gap-Talard, l'aérodrome de Gap-Talard et beaucoup d'entreprises tout autour. Et l'action ne se limitera pas forcément à de l'aéronautique d'ailleurs, puisque c'est de la proximité à partager. Même chose sur la zone de l'aéroport d'Avignon. Et puis, dans le domaine collectif, eh bien, la mise en route autour d'Airbus Hélicoptère pour un premier exemple de ce qu'on appelle des GRAP, c'est-à-dire 5 PME qui sont fournisseurs d'hélicoptères, qui travaillent avec leur donneur d'ordre, le gros client, pendant 12 mois avec une méthodologie bien cadencée et très pragmatique. Chaque entreprise va progresser dans son domaine et avec des temps de partage avec le grand donneur d'ordre sur les enjeux collectifs dont on parlait un petit peu tout à l'heure, ce qui peut collectivement s'améliorer dans une supply chain au sommet de laquelle il y a un donneur d'ordre qui a évidemment beaucoup d'influence sur l'ensemble de l'écosystème. Merci Bruno, merci à tous les 4 pour ces beaux témoignages de votre action en faveur de la performance environnementale et de la décarbonation. Si vous avez des questions,
à poser à nos intervenants, n'hésitez pas à vous signaler. Je vais vous faire passer les micros. Oui, bonjour. Philippe Richard, Planète Venture. Vous avez déjà parlé de réglementation affectant le secteur aéronautique. Et à l'image de la loi qui a été passée récemment par le Parlement européen concernant la commercialisation de véhicules à moteur thermique en Europe, bannissant donc la vente de ces véhicules à partir de 2035, est-ce qu'on peut imaginer des mesures de ce même type pour le secteur aéronautique ? À quelle échéance ? À quel impact ? Et si oui, quel serait l'impact sur l'écosystème et qu'est-ce que l'écosystème doit faire pour anticiper ce genre de choses ? Et puis, petite question subsidiaire, parce qu'en fait, ce genre de mesures, on sait très bien que c'est aussi des mesures à but politique et de compétition internationale. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, par exemple, des États bannissent le survol de leur territoire par certains types d'aéronefs ? Merci beaucoup pour votre question. Alors, je vais peut-être répondre sur cette partie-là. Alors, concernant la réglementation dans le cadre du Green Deal, effectivement, il y a l'interdiction des véhicules thermiques qui a été votée. Donc là, on parle vraiment des véhicules au sol. Ça ne concerne pas du tout l'aéronautique. Aujourd'hui, les réglementations qui ne sont pas encore votées, pas encore adoptées concernant l'aéronautique, portent sur le carburant qui est utilisé. Donc aujourd'hui, on a le kérosène. Et dans le kérosène, on doit avoir un pourcentage de carburant durable, donc ce qu'on appelle chez nous le SAF, le Sustainable Aviation Fuel. Et aujourd'hui, il y a des discussions qui sont sur le pourcentage de ce carburant obligatoire dans le kérosène. Donc je crois que d'ici une échéance assez courte, il va y avoir 1% de ce kérosène-là à l'intérieur du kérosène, du SAF dans le kérosène complet. Et on va augmenter progressivement ce pourcentage-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore voté, que c'est toujours en discussion ? C'est parce que déjà, ce kérosène-là, ce SAF, ce carburant-là, ce n'est pas du kérosène, ce carburant qui est issu d'huile de friture, par exemple, coûte 4 fois plus cher que le kérosène classique. Et surtout, il n'y a pas suffisamment de ressources disponibles pour tout le monde. 1% de ce carburant-là dans du kérosène, on n'arrivera pas à en trouver pour tout le monde au niveau de l'Europe. Donc aujourd'hui, la discussion, c'est oui, on veut y aller, on veut le mettre. Par contre, est-ce qu'on est garanti qu'on aura suffisamment de ce carburant en Europe ? Ce carburant-là émet 80% d'émissions de CO2 que le kérosène, d'où son intérêt. Par contre, les règles, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des cultures destinées à l'alimentation humaine pour produire du carburant. De même, on n'a pas le droit d'importer de ce carburant-là hors Europe pour pouvoir faire voler nos avions. Donc aujourd'hui, il y a vraiment deux aspects. Il y a la partie véhicules utilitaires, les véhicules, les voitures et autres. Là, il y a une réglementation particulière. On l'interdit parce qu'il y a des possibilités de recharge avec de l'électrique, aller vers de l'hydrogène, aller vers d'autres types de carburants qui est possible. Aujourd'hui, pour l'aéronautique, la technologie n'existe pas. L'aviation travaille, les avions travaillent sur l'hydrogène, mais ce ne sont que des projets pour l'instant. L'hélicoptère, l'hydrogène, c'est quelque chose qui n'est pas possible actuellement. Donc, on travaille sur ce carburant-là, qui est la solution qui pourrait convenir à tout le monde. Après, question sur la disponibilité de la ressource, et ce sont les discussions qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'Europe. Il y avait la deuxième question, dont j'ai totalement oublié le sujet. Un survol de certains États Oui, impossible. avec les ZFE par exemple qui existent aujourd'hui pour les villes, donc les zones à faible émission pour toutes les villes les métropoles de plus de 150 000 habitants et les villes associées. Donc ça, c'est une réglementation européenne. La France est un peu en retard. Marseille encore plus. Ça va commencer à partir de septembre pour Marseille. Dans ces ZFE, l'aéronautique n'est pas concernée. Alors je parle d'aéronautique qui me concerne, les hélicoptères. Les hélicoptères ne sont pas soumis à ces zones-là. De toute façon, c'est déjà très contraint au niveau des hélicoptères. On ne peut pas faire de survol pour du loisir de nos villes. Les seuls survols d'hélicoptères, c'est pour la sécurité ou c'est pour le sanitaire, donc les transferts de patients entre les hôpitaux. Et ça, c'est une réglementation à part qui n'est pas soumise aujourd'hui pour les ZFE. Donc nous, pour les hélicoptères, on a des métiers qui sont pour la sécurité et qui sont pour la santé. Donc on n'est pas aujourd'hui concerné par cette activité-là. Concernant les avions, c'est un peu différent. Survoler les villes, on les survole haut. Par contre, on a toujours les métiers de travailler sur des produits qui sont électriques et qui ne seront pas soumis
au ZFE. Même au SOP, c'est que si vous voulez intervenir. J'espère que ça répond à votre question, du coup. Moyen. Vous y croyez pas? Bonjour à tous, merci pour ta question Philippe. Je vais enchaîner sur la question de mon prédécesseur. Je suis Françoise Hellman, je travaille à Aix-les-Milles tous les jours sur la société qui est une start-up électropostale pour accélérer la transition vers l'aviation vertueuse, en l'occurrence les avions légers, avec des recharges rapides décarbonées. Et c'est aujourd'hui à Aix-les-Milles. Comme le disait tout à l'heure notre président de la région Sud, Monsieur Muselier, on a plus de 300 jours de soleil dans le sud, de l'énergie décarbonée qu'on utilise depuis un an. On a fait 500 heures de vol avec le seul avion aujourd'hui qui est certifié, le Vélis de Pipistrel, pour ne pas le citer, qui est en démonstration à côté. Et du coup, ma question très pragmatique, en étant start-up aujourd'hui dans le sud, où on propose des solutions décarbonées pour accélérer la transition et donc permettre à des aéroports notamment d'avoir une accréditation AK, Airport Carbon Accreditation. Comment les acteurs de la région sud, des pôles, des entreprises peuvent aider les startups qui ont déployé des solutions aujourd'hui? C'est vraiment aujourd'hui, c'est maintenant. C'est pour demain, mais c'est déjà aujourd'hui et on a déjà économisé 25 tonnes de CO2 en rechargeant nos 3 Vélis tous les jours depuis un an. Donc merci de voir très pragmatiquement comment on fait cette transition vers l'aviation décarbonée maintenant. Merci pour cette question. Alors, je pense que ça s'adresse plutôt au pôle. Donc, Bruno, si tu veux prendre la main ou un des 3 autres intervenants. On se relaiera aussi. Je crois que ça montre toute la richesse d'une rencontre et discussion comme celle d'aujourd'hui et toutes les pistes que ça ouvre. À nouveau, j'insisterai sur le fait que aucun d'entre nous aujourd'hui, quel que soit son rôle dans l'ensemble de ce grand éventail qu'est l'aéronautique, chacun a un rôle et Dieu sait s'il est important à jouer. Le produit final, que ce soit l'hélicoptère ou l'avion qui ne pollue plus, petit ou gros, etc., est absolument important. Cependant, 80% et plus de l'empreinte environnementale de l'activité aéronautique, ce sont les entreprises au sol qui produisent. Donc le message est très clair aussi de vous dire à chacun que si vous souhaitez qu'on vous accompagne, chacun qui finit par avoir un petit bout de sa production dans un pipistrel ou dans un hélicoptère d'aujourd'hui ou de demain qui fonctionne au carburant alternatif ou pas, demain dans un avion à hydrogène, mais chacun de ceux qui sont au sol, en PME, en TPE, en ETI, qui conçoivent, qui produisent, qui réparent leurs produits tout au long du cycle de vie, ont un rôle essentiel à jouer. C'est 80% de l'empreinte dont on parle. D'où les plans d'action, les bilans, les prises de conscience qu'il faut, des mesures, comme ça a été dit, des actions innovantes pour sortir du cauchemar de « j'y arriverai jamais ». Voilà, et on est là pour vous et pour ça. De plus, je tiens à préciser qu'une des missions du Pôle Safe sur ces missions innovation, c'est de vous accompagner justement à accéder à des guichets de financement, à des opportunités de financement. Actuellement, la décarbonation, notamment de la filière aéronautique, est un enjeu majeur pour l'État français. Donc, des guichets de financement existent au niveau régional tant qu'au niveau national. Donc, n'hésitez pas également à vous rapprocher de nous et on pourra aussi vous aiguiller justement sur ces guichets d'innovation vers une meilleure décarbonation. Mais en effet, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir, comme tous nos participants l'ont dit, c'est de réussir à anticiper, mesurer pour agir petit pas par petit pas dans une logique globale. Et c'est vrai que sur notre dynamique, je pense, régionale en région sud, j'ai l'impression qu'on est bien parti et que nos acteurs de la filière aéro sont motivés et qu'on arrivera à faire de belles choses ensemble vers la décarbonation. Si vous voulez poursuivre les échanges, n'hésitez pas, nos 4 interlocuteurs seront présents tout l'après-midi sur le salon. Et voilà. Merci à tous en tout cas pour vos interventions, pour votre participation et votre écoute. Merci beaucoup.